Alors, ici, on va parler des états du moi. Les états du moi, c'est important de les définir vaguement, histoire de savoir de quoi on parle. Un état du moi au niveau phénoménologique, c'est un état, c'est une position, c'est quelque chose que nous vivons et qui induit un certain nombre de types de comportements, d'émotions à l'intérieur de nous. Quand un de ces états a le pouvoir exécutif, il va induire ces émotions et cette façon de fonctionner chez nous. Au niveau fonctionnel, pour le coup, un état du moi, c'est donc encore une fois un état, quelque chose que nous vivons, quelque chose que nous incarnons, et qui va induire un certain nombre de comportements, un certain nombre de pensées que nous allons agir. Quand on en arrive du coup à l'analyse structurelle, il est pratiquement inévitable de commencer directement par prendre connaissance du schéma qui présente la structure d'un individu pour Eric Berne et pour l'analyse transactionnelle, structure d'un individu qui est composé de 3 états du moi sur lesquels on va avancer. Le premier de ces états du moi, c'est un état du moi parent. C'est donc un état du moi parent nourricier même, un état du moi dans lequel notre comportement, le comportement de quelqu'un qui serait dans cet état du moi serait protecteur, nourricier, de cocooning, de tout ce qu'on peut appeler le nursing, de l'aide qu'il peut apporter aux autres. C'est un état du moi que nous construisons progressivement tout au long de notre vie à travers les exemples que nous pouvons prendre à l'extérieur de comment les autres font pour assumer ces fonctions nourricières, protectrices de nursing. C'est donc une fonction mouvante qui a vocation à changer tout au long de notre vie et que nous construisons à partir de l'extérieur. Berne l'appelle parent parce qu'il aime que les concepts soient simples et utilisables, et on retient très bien ce mot de parent. Il l'appelle aussi extéropsyché, de façon à permettre à ceux qui aiment des explications scientifiques de intégrer directement que c'est des parties extérieures qu'on intègre à un état du moi. La seconde partie dont on s'occupe en analyse structurelle est donc la partie adulte. Cette partie adulte, elle a comme caractéristique d'être un état du moi dans lequel on a une tendance à être un petit peu en position méta. On regarde les éléments tout autour de nous, on analyse, on les prend, on les pèse, on les observe en détail, on essaye de créer une logique entre ces différents éléments qui nous entourent, de créer des théories, d'avoir de la rationalité, et c'est une partie qui est extrêmement utile, on le voit bien, pour plein d'activités professionnelles, tout simplement pour gérer des situations aussi, mais c'est une partie qui est aussi un petit peu froide, un petit peu extérieure, pas forcément totalement incarnée. Elle est particulièrement utile, mais avec cette limite-là. Et pour Berne, on pourrait l'appeler néo-psyché, parce que c'est bien un état du moi qui nous correspond, que nous développons en nous à partir de nos expériences et de ce que nous pouvons lire, construire de logique. On développe nous-mêmes notre propre logique à travers notre propre carte du monde. L'adulte s'exprime à ce niveau-là, et c'est donc la néopsyché. On peut aussi le mettre en lien avec le néocortex, qui est éventuellement l'un des lieux dans lesquels ce type de pensée arrive à se construire avec le temps. Et enfin, une partie enfant, qui est donc une partie un peu plus complexe, et donc on va prendre le temps de la développer dans la diapositive suivante. Une partie enfant, du coup, qui est issue de notre propre expérience de vie, l'intégration en nous-mêmes de notre enfant
entre 7 et 8 ans, dont on va garder la structure et la trace en nous, et qu'on va donc nommer enfant dans ce désir de simplification et de simplicité de l'analyse transactionnelle, mais qu'on pourrait aussi appeler archéopsyché, dans le sens où c'est une partie de nous, un état du moi, dans lequel que nous construisons à partir d'un état antérieur, d'expérience antérieure, d'une histoire antérieure, d'une archéologie de nous-mêmes. Ce qui est important de voir à ce niveau-là aussi, c'est qu'entre ces états du moi, il y a une question de pouvoir exécutif, de qui a le pouvoir exécutif. Et quand je suis dans un état du moi parent, c'est cet état du moi qui a le pouvoir exécutif et qui va s'exprimer. Enfin, en anticipant légèrement sur le chapitre d'après, qui se rapproche, j'ai en face d'un premier individu posé l'enveloppe et les états du moi d'un second individu, parce que nécessairement, dans les relations humaines que l'on nourrira, nous aurons des individus qui seront dans des états du moi différents et qui interagiront ensemble, ce qui nous permettra de schématiser des transactions. Alors on a vu dans la première diapositive beaucoup de choses sur l'état du moi parent et l'état du moi adulte. Je ne vais pas y revenir. J'aimerais donc juste ajouter un certain nombre de points qui vont aussi intéresser les PNListes. Pour l'analyse transactionnelle, le siège des croyances, le siège de la construction des valeurs se situe dans le parent. Donc c'est à partir du parent que les valeurs d'un individu et ses croyances se construisent. D'ailleurs, on va le voir quand on va revenir sur la diapositive qui suit. Et il faut bien avoir en tête, effectivement, que c'est là que le travail peut se faire, c'est régulièrement avec les formes parents, on va le voir encore une fois, qu'on peut travailler ces domaines-là. Sur l'état du moi adulte, on a aussi dit beaucoup de choses. C'est important aussi de bien prendre en compte que cet état du moi adulte, en plus d'être un ordinateur, d'être le siège de notre esprit scientifique, il joue un rôle de médiation entre l'adulte et l'enfant. C'est pas pour rien qu'il se situe au milieu, et donc sa place elle est centrale, puisque finalement c'est un nœud de communication extrêmement important entre ces deux parties. Voilà ce que je voulais rajouter, on passe à la suite. Et voilà, bam, c'est le drame. Parce qu'en analyse structurelle de deuxième degré, quand on en arrive à l'analyse de la partie enfant, qui est nommée ici E2, on verra pourquoi, on observe immédiatement à travers le schéma que cette partie du moi, cet état du moi, est composé de 3 sous-parties. Ces 3 sous-parties étant parents dans l'enfant, P1 dans E2, A1 dans E2, adulte dans l'enfant, et E1 dans E2, enfant dans l'enfant. Si les sous-parties portent à un numéro inférieur, numéro 1, c'est parce qu'elles se constituent sans doute de façon antérieure en la structuration générale qu'on a montrée jusqu'à maintenant. C'est en tout cas une des façons de le voir en analyse transactionnelle. Quand on en arrive donc à l'analyse de ces sous-parties, il est important de voir un peu comment elles fonctionnent. Si le P2, le parent dans la structure globale qu'on a vu sur la diapositive d'avant, est nourricier, le P1, lui, le parent 1, le parent qui est bleu là, a une façon de fonctionner qui est différente. Ce P1, c'est l'intégration par l'enfant de toutes les normes qui lui ont été données par les figures d'autorité qu'il a rencontrées. Et forcément, étant enfant au moment où il les intègre avec le filtre de sa propre carte du monde. Il y a un certain nombre de choses qui vont lui être données, qui éventuellement pourraient avoir un sens, mais qui vont connaître des distorsions à travers la carte du monde et pouvoir devenir
des croyances. Et puis parfois simplement des intégrations, des fonctionnements de ses parents qui eux-mêmes avaient un P1 qui fonctionnait de la même façon. Pour donner un exemple, ce qui est important de voir en tout cas, c'est que les deux parents ont eu la même intention positive. L'intention positive du parent extérieur qu'on a vu en tant qu'état du moi propre, j'ai envie de dire qu'on a vu avant, c'est un objectif de protection. Le P1 a aussi un objectif de protection, une intention positive de protection par rapport à la personne à laquelle il s'applique. Mais là où le P2 arrive à fournir cette protection, le P1, lui, est en difficulté parce que il est empli de peur, empli de crainte, empli de croyances. Il a une façon de parler qui est très différente de celle du P2. Là où un parent nourricier pourrait mettre en garde une jeune adolescente sur les risques qu'elle pourrait avoir en soirée, le comportement qu'elle pourrait essayer d'adopter, le P1, lui, aurait une façon beaucoup plus cash, beaucoup plus stricte de dire les choses, et il dirait quand tu sors, fais gaffe à tes fesses parce que tous les hommes sont des porcs. Il va être porteur de jugements négatifs sur la société et de jugements négatifs sur l'individu. Le parent flic a une tendance à être dans ce jugement négatif par rapport à la société, et la méchante sorcière à avoir ce jugement négatif sur l'individu. Le parent flic va être porteur de crainte sur la société, la méchante sorcière va être dans un rôle d'attribution, de donner un rôle, de poser des étiquettes sur l'individu ou sur les individus, dans un rôle de comparaison et de jugement des individus, et toujours en les positionnant de façon négative. La méchante sorcière, typiquement, on la retrouve beaucoup dans les contes de fées, et c'est aussi pour ça que Berne utilise cette métaphore de la méchante sorcière quand il parle de P1 dans E2, parce que cette méchante sorcière, c'est cette petite voix critique aussi qui va venir vous juger, en disant des phrases qu'on entend parfois, mais pour qui tu te prends à penser que tu peux réussir. Ça, tu sais bien que. Ou ne pète pas de plus haut que ton cul, qui pourrait être un joli mix entre une collaboration entre le parent flic et la méchante sorcière. On est véritablement dans cette intégration d'un rôle de parent normatif par un enfant de 6 ans, et on le voit d'ailleurs qui ressort parfois quand un de nos enfants essaye d'être dans une position de protection ou parentale avec un autre enfant, où souvent il tombe dans des choses qui peuvent être assez brutales dans la formulation et assez jugeantes dans l'expression en tout cas de ce qu'ils disent. Parallèlement, une personne qui est en P1 en E2, P1 dans E2, est aussi potentiellement en position d'enfant adapté. Pourquoi ? Parce que dans cette position, P1 en E2, il colle, il intègre, il agit selon ce qu'il estime que le parent attend de lui. Qu'on voit bien qu'un P1 E2 pourrait très bien répondre à son parent, bien sûr que je te comprends, et aller peut-être même encore plus loin que l'attente. On voit aussi que ce P1 en E2, finalement, vient faire barrage à pas mal de choses qu'on pourrait appeler l'identité profonde, l'individualité. En thérapie, c'est une des parties, c'est un des états du moi sur lesquels on va chercher à travailler pour essayer d'en réduire l'influence. Parce que tout aussi clivant qu'il puisse être, tout aussi violent qu'il puisse être dans son langage, tout aussi jugeant, son influence peut et doit être combattue. Il a une fonction, comme tous les états du moi, mais cette fonction
doit être réduit à la plus juste proportion, comme on dirait dans le droit, parce que si on lui laisse trop d'espace, on voit bien à quel point ce P1E2 peut être très étouffant pour le développement de toutes les capacités d'un individu. De la même façon, je sais qu'on pourrait parler pendant des heures de P1 en E2, de toutes ces influences, on le reverra sans doute ressurgir si on fait ensemble de l'analyse transactionnelle, de l'analyse des transactions entre individus. Et du coup, je vous donne rendez-vous à plus tard, et puis sans ça, posez-moi des questions. Dans cet enfant, on trouve aussi un adulte dans l'enfant, un A1 dans E2, qui est le siège de l'intuition, qui est le siège de la curiosité. Ce petit professeur, cet adulte dans l'enfant, est celui qui va s'exprimer quand on est en train de parler de nos passions ou d'être dans nos passions. Je veux tout savoir de toutes les pierres du monde entier parce que j'adore la minéralogie. On voit que l'énergie, l'état l'exécutif, il est plutôt un état exécutif enfant, et que pour autant, dans cet enfant, il y a une partie qui a envie de connaître, envie de découvrir, envie d'aller chercher, qui agit, et qui est donc cet adulte dans l'enfant. C'est aussi le siège de l'intuition. C'est-à-dire que un des rôles de l'état du moi qui est adulte dans l'enfant A1 dans E2 est d'avoir synthétisé, d'avoir comme ça une vision globale très générale de toutes les expériences qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant, et du coup de pouvoir en tirer, sans vraiment pouvoir l'expliquer, une conclusion. Cette intuition, elle est très importante, c'est quelque chose d'incroyablement essentiel à la vie en collectivité, à la recherche, parce qu'elle permet de formuler des hypothèses, elle permet parfois de gagner du temps. On voit aussi les limites de l'intuition. C'est-à-dire que sur une situation qui ne correspond pas à ce qu'elle a connu, l'intuition marche assez mal. Et d'autre part, l'intuition peut avoir l'impression que des situations sont semblables, sans voir les différences et sans voir les détails en fait qui les différencient. Donc à la fois quelque chose d'hyper utile et à la fois quelque chose qui là aussi peut avoir quelques limites et dont il faut se méfier. Enfin, à l'intérieur de l'enfant, on trouve l'enfant dans l'enfant, enfant qu'on va appeler éventuellement enfant libre, c'est-à-dire que il a la place de jouer le rôle qu'il souhaite jouer. C'est un état du moi plein d'énergie qui permet à l'enfant d'exprimer peut-être son moi profond, si ceci a un sens pour vous, en tout cas de développer librement ses compétences de façon peut-être un peu spontanée, peut-être un peu anarchique parfois, qui peut-être demande à être organisée pour une vie en société, mais en tout cas qui est la partie la plus pleine de vie, la plus pleine de potentialité avec l'adulte dans l'enfant, parce qu'il permet véritablement à nos émotions, à notre façon de voir le monde, de s'exprimer. Et c'est dans cet enfant dans l'enfant que Eric Berne et les personnes qui font de l'analyse transactionnelle trouvent et situent le prince et la princesse. On a tendance à, peut-être je l'ai dit avant, mettre un grand focus, parfois, sur l'importance de l'adulte en tant qu'état du moi indépendant, en tant qu'état du moi séparé de l'enfant, parce que beaucoup de relations peuvent se gérer dans des relations adulte-adulte. Pour autant, véritablement un des cœurs du bonheur, du bien-être, d'une existence épanouie en analyse transactionnelle, se situe dans la façon dont cet enfant dans l'enfant trouve ses possibilités d'expression. Et j'aurais tendance à dire que, du coup, une des clés véritablement de l'analyse transactionnelle pour une vie heureuse,
est de réussir à laisser ressortir de façon organisée l'énergie, le potentiel et les forces de cet enfant dans l'enfant et de beaucoup de choses, encore une fois, qui émanent de l'enfant. Pourquoi? Parce que, en fait, on l'a vu, un des rares états du moi qui permet aux émotions d'exister, c'est l'enfant. Dans le parent, on est dans le nourricier, on est dans la bienveillance, on est éventuellement dans l'amour, mais cet état du moi parent ne laisse pas beaucoup de place aux émotions. L'état du moi enfant est véritablement un des sièges privilégiés de l'expression des émotions. Gros sujet que cet état du moi enfant, avec ses dynamiques internes, on le voit bien, toute une partie en bas qui est plutôt libre, et puis une partie qui joue quand même le rôle de censeur, de bouchon, qui a son intention positive, qui peut parfois produire des effets intéressants, mais qui joue toute une dynamique à l'intérieur de cette partie enfant. J'espère que j'ai été clair. Pour conclure cette partie sur l'analyse structurelle, on peut se référer du coup à un schéma un peu plus complet, un peu plus complexe que celui qu'on avait donné en première intention, effectivement avec une première partie parent dont on a parlé qui est monolithique, qui est composée de ces fonctions maternantes qu'on a évoquées, une partie adulte à deux, qui joue tous les rôles encore une fois d'analyse, de traitement des données, de prise de recul, et qui est aussi monolithique, et une partie qui est la partie enfant, E2, qui elle est composée de sous-parties, et sous-parties qui ont chacune un type de fonctionnement différent et correspondent à des types de comportements différents. On peut observer que quand on pose en analyse structurelle le schéma représentant les états du moi d'une personne entre guillemets normale, c'est-à-dire ne souffrant pas de problèmes relationnels qui la gênent, ce serait ça la normalité, et ne souffrant pas de difficultés intrapsychiques, de conflits intrapsychiques qui le dérangent. On a des parties qui sont séparées. Il y a un espace entre chaque partie, ce qui permet d'éviter les zones de flou. Que les zones de flou seraient des zones de contingence, que seraient les zones dans lesquelles il y aurait l'une des parties qui pénétrerait l'autre, créant des zones indéterminées en termes d'état du moi. Chacun de ces états du moi peut à tour de rôle disposer du pouvoir exécutif, et l'un des intérêts de l'analyse structurelle est d'essayer de savoir, quand on a une personne en face de nous, quel est l'état du moi qui a à ce moment-là le pouvoir exécutif. C'est une des façons de l'utiliser qui peut être particulièrement riche. Savoir que la personne qui est en face de moi est plutôt en ce moment avec un pouvoir exécutif placé dans l'enfant, voire dans l'enfant, voire dans A1 en E2, me permet de mieux comprendre son fonctionnement et éventuellement de m'adapter de façon à pouvoir interagir le plus efficacement possible avec lui. On le reverra plus tard, mais c'est véritablement une grille de lecture très intéressante. D'autre part, en analyse structurelle, on peut aussi essayer de voir quelles sont les parties qui disposent le plus du pouvoir exécutif et celles qui disposent le moins de ce pouvoir exécutif. On peut essayer de voir les parties qui sont surdimensionnées, qui se surexpriment, et celles qui sont refoulées. Et se demander si ces parties qui sont refoulées, ces parties qui ne s'expriment pas, n'auraient pas bénéfice à le faire de façon à permettre à l'individu de développer tous ses potentiels, encore une fois. Donc l'analyse structurelle, elle est véritablement intéressante pour tout cela. On pourrait faire des études de cas, ce serait vachement intéressant d'ailleurs. Pour ça, il faudrait revenir vers moi et puis qu'on se le fasse vraiment en live. Mais elle
permet aussi autre chose, elle permet de visualiser éventuellement des difficultés ou alors ce qu'on va appeler par exemple ici sur le schéma des droites des contaminations, c'est-à-dire ces situations dans lesquelles deux états du moi ont des frontières qui s'interpénètrent et qui donnent des zones dans lesquelles il y a une confusion d'états du moi, puisque dans le schéma de droite, vous avez un P2 qui interpénètre à 2, créant une zone entre les deux qui est indistincte, et qui pourrait, par exemple, donner des messages qui seraient apparemment de type adulte, mais qui seraient de type adulte à ce qu'on va appeler un niveau social, et c'est ce qu'on va voir quand on va aller dans l'analyse des transactions. Un niveau social, ce serait quelque chose du type, tu sais, moi, avec les données que j'ai, je ferais comme ça. Ou moi, avec les données que j'ai, je penserais comme ça. Ce qui peut apparaître, je penserais comme ça en particulier, apparaît comme quelque chose de purement factuel. Et il pourrait y avoir, donc, au niveau social, ce message-là. Moi, avec ce type de données, je penserais comme ça. Et avec un niveau psychologique, quelque chose qui émanerait de l'ordre du parent, plutôt du côté du parent, qui laisserait entendre que pour notre protection, ce serait pas mal aussi de penser comme ça. Tu t'adresses à moi en tant qu'adulte, à moi en tant que parent. Est-ce ton adulte qui pense comme ça ou ton parent? Et là, on voit que cette contamination, elle peut poser problème parce que elle nuit à la compréhension du message pour autrui et elle nuit à la compréhension de ce qu'on joue à l'intérieur de nous-mêmes pour nous-mêmes. Donc, l'intérêt de l'analyse structurelle est aussi de pouvoir repérer, visualiser, schématiser des difficultés entre des états du moi qui ne seraient pas positionnés exactement là où ils le devraient. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des états du moi. Je crois que j'ai fait aussi le tour de l'analyse structurelle. J'attends vos questions. Hein, et puis, on va avancer parce que, en fait, encore une fois, un des intérêts de l'analyse structurelle, c'est de voir, comment il se construit dans les transactions. Parce qu'on peut aussi avoir quelque chose qui soit de l'ordre de la recherche de la compréhension de la structure, de comment la structure s'est fondée, de l'anamnèse, quelque part, mais aussi de comment ces relations se nouent quand on est en société, et du coup, de comment les jeux peuvent apparaître. Voilà, donc c'est véritablement une base très importante parce qu'elle permet de poser, de schématiser, de comprendre, et ensuite de voir comment, dans un espace mouvant qui est l'espace interrelationnel, elles peuvent proposer aussi des modèles de compréhension.